Isabella, réponds-moi. Pourquoi des étrangers vivent-ils dans le chalet alpin que je t'ai acheté il y a 3 ans? La voix de ma grand-mère Margaret fendit la chaleur du dîner du réveillon de Noël comme un éclair. Le verre en cristal qu'elle claqua sur la table ne se brisa pas, mais le silence qui suivit fut assourdissant. Dehors, la neige tombait doucement sur les trembles, mais à l'intérieur, la température était descendue à zéro absolu. De l'autre côté de la table, mon père, Ryan, s'interrompit en plein rire, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Ma mère, Elisabeth, se figea, les yeux écarquillés d'une panique que je ne lui avais jamais vue. Assise là, frissonnant légèrement dans mon fin pull, j'étais complètement désemparé. Je regardais grand-mère, puis mes parents. Grand-mère, murmurai-je d'une voix tremblante. Que dois-je faire? J'habite dans un appartement humide en sous-sol, à l'est de la ville. Je n'ai jamais possédé de maison de ma vie. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est chez vous. J'aimerais bien savoir qui fait partie de notre communauté. Les yeux de grand-mère se plissèrent. Elle ne me regarda pas. Elle fixa mes parents droit dans les yeux. Tu m'as dit que tu gérais tout pour elle. Tu m'as dit que les locataires étaient temporaires et que l'argent était placé dans une fiducie. Mon père, Ryan, laissa échapper un rire nerveux, un rire creux et fragile. Maman, tu es en Europe depuis des années. Tu es perdue. C'est un séminaire d'entreprise. On loue la maison pour couvrir les frais généraux et assurer l'avenir d'Isabella. Non, s'exclama grand-mère, la voix s'élevant. J'y suis allé hier. Les gens à l'intérieur m'ont dit, ce sont les beaux-parents de ta fille, Sydney. Ils ont dit qu'ils payaient $6 000 de loyer par mois directement à Ryan Hansen. J'ai eu le vertige. $6 000 par mois. Mon compte bancaire n'affichait que $15. J'ai regardé ma sœur, Sydney. Elle portait un pull en cachemire qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe. Elle a pâli. Ses yeux se tournèrent vers notre mère, implorant son intervention. Avant, j'aurais pleuré. J'aurais demandé si j'avais fait quelque chose de mal pour mériter une telle confusion. Pendant 26 ans, j'avais été la malchanceuse. Celle qui n'était pas douée avec l'argent. Celle qui avait besoin d'aide. Je les croyais. J'avais intériorisé leur discours. Je pensais que mon incapacité à réussir était un échec personnel, un défaut de caractère que je devais corriger. C'était la chaîne invisible qu'ils avaient enroulée autour de mon cou. Cette suggestion insidieuse et constante que j'étais brisé et qu'ils étaient mes sauveurs. Mais en voyant le front ruisselant de sueur de mon père et la terreur de ma mère, la chaîne se brisa. Ce n'était pas de la malchance. Ce n'était pas de l'incompétence de ma part. C'était du vol. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas renversé la table. Les contours de la pièce se sont précisés comme si un filtre à contraste élevé avait été appliqué à ma vision. Une clarté glaciale m'a envahi, me glaçant le sang. C'était la clarté d'un bilan enfin équilibré. J'ai pris ma serviette, les pliai soigneusement et les posai à côté de mon assiette. « Papa, dis-je d'une voix calme et posée, avez-vous signé un bail avec les parents de Brandon à mon nom? »« C'est compliqué, Bella, » intervint ma mère, Elisabeth, d'une voix aiguë et stridente. Nous voulions protéger ce bien. Tu sais à quel point la paperasse te submerge. Nous ne voulions pas t'encombrer. Réponds à la question, dis-je en la coupant. Avez-vous falsifié ma signature sur un bail pour un bien dont j'ignorais être propriétaire? Le silence était pesant. Sydney laissa tomber sa fourchette. Elle s'entrechoqua sur la porcelaine fine, le bruit de leur façade parfaite qui se brisait. Nous n'avons rien falsifié, balbutia Sydney, vaincu, le menton en avant. Tu as signé une procuration il y a des années. Tu te souviens de ton accident de voiture? Je la fixai du regard. L'accident de voiture où ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas m'aider pour les frais médicaux parce qu'ils n'avaient pas d'argent. L'accident qui a ruiné ma cote de crédit. Ils ont profité de ma vulnérabilité pour me voler mon avenir. J'ai révoqué cette procuration le jour de mes 25 ans. J'ai menti. Je ne l'avais pas fait. Mais j'avais besoin de voir leur visage. Mon père a tressailli. C'était la confirmation dont j'avais besoin. Ce n'étaient pas seulement de mauvais parents. C'étaient des criminels. Et je n'étais plus leur fille. J'étais leur procureur. Soyons clairs sur ce que nous entendons par fardeau, dis-je d'une voix calme, mais chargée de venin. Je vis dans un appartement en sous-sol sur la 4e rue. Ça sent le moisi quand il pleut. Je conduis une voiture qui tombe en panne à chaque fois que la température descend en dessous de zéro, et j'ai $40 000 de dette médicale à cause de l'accident pour lequel vous avez refusé de m'aider. Ma mère, Elisabeth, porta une serviette à sa bouche,
ses yeux parcourant la table comme si elle cherchait une issue. « Nous t'avons aidé à payer le loyer quand tu as emménagé, dit-elle. Tu as payé la compte, ai-je rectifié. 500 $ il y a 4 ans. Je me suis tourné vers Sydney. Elle faisait défiler son téléphone sous la table, probablement en train de supprimer la géolocalisation de sa dernière publication. Sydney, ai-je dit, la faisant sursauter. Combien coûte le loyer de ton appartement en centre-ville? Ça ne te regarde pas, a-t-elle rétorqué. Si, justement, ai-je répliqué. Parce que j'ai vu le relevé bancaire sur le bureau de papa, à Noël dernier. 3200 $ par mois payés par le Hansen Family Trust. Le même trust qui, apparemment, n'avait pas les moyens de payer mes séances de kiné. Ryan est devenu rouge comme une tomate. Il faut sauver les apparences, Isabella. Sydney développe une marque qui nécessite des investissements. Tu as choisi une carrière dans le graphisme. On t'avait prévenu que ce n'était pas lucratif. Et ça justifie de me voler un actif d'1 million de $. J'ai demandé à financer sa marque. On ne l'a pas volé. Ryan a frappé du poing sur la table, faisant teinter les couverts. On s'en est sorti. Tu étais instable après l'accident. Déprimée, anxieuse. Je ne pouvais pas te confier une telle responsabilité. On l'a louée pour la mettre en sécurité, pour payer l'entretien. En sécurité? Grand-mère Margaret prit enfin la parole, d'une voix basse et menaçante. Tu as facturé 6 000 $ par mois aux parents de Brandon. Ça fait 72 000 $ par an pendant 3 ans. Ça fait plus de 200 000 $. Elle se pencha en avant, les yeux rivés sur Ryan. Où est cet argent, Ryan? Est-il en sécurité ou est-il garé dans l'allée sous la forme de ce nouveau Range Rover? Le silence qui suivit était suffocant. Je regardais mes parents, je les regardais vraiment, et je les vis pour la première fois sans le filtre des obligations familiales. Ils n'étaient pas seulement égoïstes. C'étaient des parasites. Ils s'étaient nourris de mon échec pour justifier leur propre avidité. Ils avaient besoin que je sois le fautif pour se sentir justifié de prendre ce qui m'appartenait. Vous me devez quelque chose, dis-je, ma voix brisant la tension. Chaque centime de loyer, chaque centime d'intérêt, et c'est impossible. Ce soir, on ne peut pas. Elisabeth sanglota, s'effondrant enfin. L'argent a disparu. Disparu? Grand-mère Margaret répéta le mot comme s'il s'agissait d'un objet étranger. $100,000. Disparu. C'est cher de maintenir notre train de vie, s'écria Ryan, abandonnant toute prétention de calme. Vous vous rendez compte du coût des apparences dans ce milieu? Les abonnements au club, les voitures, les vacances. On attend beaucoup de la famille Hansen. On l'a fait pour vous, les filles, sanglota Elisabeth en serrant ses perles. Pour que vous ayez les bonnes relations. Pour que vous puissiez faire un bon mariage. Tu veux dire pour que Sydney puisse faire un bon mariage? Dis-je d'un ton méprisant. Je n'étais pas dans le coup, n'est-ce pas? J'étais juste une victime collatérale. Tu as toujours été si difficile, cracha Ryan en me pointant un doigt tremblant. Toujours si émotive, si sensible. On savait que tu allais dilapider l'argent dans des bêtises artistiques. On protégeait le patrimoine pour l'avenir de la famille. Grand-mère Margaret se leva lentement. Elle regarda Ryan avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Non pas de la colère, mais une profonde déception. Vous avez menti à tout le monde, dit-elle doucement. Mais surtout, vous vous êtes menti à vous-même. Vous vous êtes persuadé que voler votre propre fille était un acte d'amour, que ruiner son avenir était une protection. C'est une maladie, Ryan. Une maladie profonde et nauséabonde. Nous ne sommes pas malades, cria Sydney en se levant pour la défendre. Mes parents, on essaie juste de survivre. Tu ne comprends pas la pression, grand-mère. Isabella l'aurait gâché. Elle ne sait pas comment fonctionne le monde réel. Je sais comment fonctionne le monde réel, dis-je en me levant pour faire face à ma sœur. Je sais que dans le monde réel, on ne falsifie pas de signature. On ne vole pas sa famille. Et on ne manipule pas les gens qu'on est censé aimer pour leur faire croire qu'ils sont fous juste pour pouvoir s'acheter un nouveau sac à main. Je regardais ma mère. Tu m'as dit que je n'avais pas de chance. Tu m'as dit que je n'avais pas le sens des affaires. Tu m'as fait croire que j'étais brisé pour que tu n'aies pas à te sentir coupable de m'avoir brisé. Elizabeth sanglota, plus fort. Mais ce n'était pas le cri de quelqu'un qui regrette ses actes. C'était le cri de quelqu'un terrifié par les conséquences. J'en ai assez d'être ton bouc émissaire, dis-je, et j'en ai assez d'être ta banque. Grand-mère Margaret sortit un téléphone de sa poche. C'est l'heure, dit-elle dans le combiné.
Les portes en chêne de la salle à manger s'ouvrirent brusquement. Une bourrasque de vent fit entrer la neige, suivie d'une silhouette drapée dans un sombre manteau. Monsieur Walter entra, secouant la neige de ses épaules. Il n'avait pas l'air d'un invité. On aurait dit un bourreau en costume sur mesure. Il portait une mallette en cuir qu'il déposa lourdement sur le buffet. « Bonsoir », dit-il d'une voix froide et distante. « Je crois que nous avons des affaires à régler », dit Ryan d'un ton sec. « Walter, que faites-vous ici? C'est un dîner de famille privé. » « Plus maintenant », rétorqua M. Walter en ouvrant sa mallette d'un claquement sec. « Madame Margaret Hansen a fait appel à mes services il y a une semaine. Nous avons été très occupés. » Il sortit une pile de documents et les déposa sur la table, juste à côté du rôti de Noël intact. « Pièce à conviction, dit-il en faisant glisser un papier vers Sydney. Un acte de transfert de propriété pour le chalet alpin, daté de 3 ans, signé par Isabella Hansen, ou plutôt par quelqu'un qui tentait d'imiter sa signature. Il sortit un second document, une analyse graphologique confirmant que la signature était un faux et remarquablement similaire à celle de Sydney Hansen Miller. Sydney eut un hoquet de surprise et se recroquevilla sur sa chaise. « J'ai juste fait ce que papa m'a dit. » Pièce à conviction numéro 2, poursuivit M. Walter, ignorant son exclamation. Il fit glisser une épaisse pile de relevés bancaires vers Ryan. Les relevés du compte du fonds fiduciaire familial Hansen. Nous avons retracé les paiements de loyer du chalet. Pas une goutte n'est allée dans l'épargne ni dans l'entretien. L'argent a servi, voyons voir, à payer la location d'un Range Rover, les frais de scolarité d'une formation en marketing sur les réseaux sociaux et d'importants transferts vers une plateforme d'échange de crypto-monnaies qui a depuis fait faillite. Ryan s'affaissa sur sa chaise, vaincu. Les preuves étaient irréfutables. Elles étaient noires sur blanc, une preuve écrite de leur cupidité et de leur incompétence. Et enfin, dit M. Walter d'une voix plus grave. Pièce à conviction C. Il ouvrit un autre dossier et en sortit un document sous pochette plastique. Les bords étaient noircis par le temps, jaunis. On a trouvé ça, dit-il en me regardant droit dans les yeux, au fond d'un coffre-fort que votre père a vidé ce matin. Il semblerait qu'il en ait oublié un. Il me tendit le document. Mes mains tremblaient en le prenant. C'était une lettre de la Parsons School of Design, datée d'il y a 5 ans. « Chère Isabella », lus-je d'une voix à peine audible, « nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été admise avec une bourse d'excellence complète. » Je levai les yeux, les larmes brouillant ma vue. « Tu m'as dit que je n'étais pas prise. Tu m'as dit que je n'étais pas assez bonne. On ne pouvait pas te laisser partir, » s'écria Elisabeth. « On avait besoin de toi. Qui aurait pris soin de nous? Qui nous aurait aidés? » « Aidés » murmurai-je. « Tu as détruit mon avenir. Tu m'as maintenu dans l'insignifiance. Tu m'as maintenu dans la pauvreté juste pour avoir une servante. » La vérité me frappa de plein fouet. Ma vie, mon combat, mes doutes, mon échec. Tout cela n'était qu'illusion. C'était une fabrication. Ils avaient orchestré ma faiblesse pour nourrir leur propre pouvoir. J.E. Regard I am, Walter. Quelles sont mes options? Au civil, dit-il. Nous pouvons porter plainte pour fraude, détournement de fonds et préjudice moral. Au pénal, eh bien, faux et usage de faux, ainsi que vol qualifié, sont passibles de lourdes peines de prison. Ryan leva les yeux, la terreur se lisant dans son regard. Bella, J.E.T.N. Pre. Tu ne mettrais pas ton propre père en prison. Je contemplais la lettre carbonisée dans ma main. Elle exhalait une légère odeur de tabac froid, le parfum de la vie que j'aurais dû avoir. Je contemplais le luxe qui m'entourait, acquis grâce à ma vie volée. Je ne le ferai pas, dis-je, mais le procureur, lui, le pourrait. La pièce sombra dans le chaos. C'était son idée, hurla Ryan en pointant un doigt tremblant vers Elisabeth. C'est elle qui a dit qu'Isabella nous quitterait. C'est elle qui a brûlé la lettre. Lâche, hurla Elisabeth, le visage déformé par la colère. Tu as dépensé l'argent du loyer. C'est toi qui as tout perdu dans ces stupides investissements. Papa m'a forcé à signer l'acte. Sydney sanglotait, les larmes ruisselant sur son visage et ruinant son maquillage impeccable. Il a dit que ce n'était que de la paperasse. Il a dit qu'Isabella savait que c'était le grand jeu. Ils se bousculaient, se mordant et se griffant, désespérés d'échapper aux conséquences de leurs actes collectifs. « Arrêtez » ai-je crié, ma voix perçant leur brouhaha. « Arrêtez » Ils se sont figés, me regardant. « Je me fiche de savoir qui a eu cette idée » ai-je dit d'une voix désormais assurée.
Vous en avez tous profité. Vous avez tous vécu dans le luxe pendant que je mangeais des nouilles instantanées dans une cave. Vous m'avez tous regardé me débattre sans rien faire. Je me suis tourné vers Monsieur Walter. Donnez-moi la facture. Il m'a tendu un document. Je l'ai posé sur la table, devant Ryan. 2,4 million. J'ai dit, restitution du loyer, intérêts, dommages et intérêts punitifs et compensation pour la bourse que vous avez volée. On n'a pas cette somme, a halté Ryan. Alors tu vendras tout, dis-je froidement. Les voitures, les bijoux, les abonnements au club, et tu quitteras le chalet ce soir. Ce soir, murmura Elisabeth. Mais c'est le réveillon de Noël. Il neige. J'y suis allé à pied sous la neige. Maintenant, tu peux y aller à pied aussi. Un an plus tard, le feu crépitait dans la cheminée en pierre du chalet alpin. Dehors, la neige tombait doucement, recouvrant les montagnes d'un manteau blanc. À l'intérieur, il faisait chaud et paisible. Assise dans le fauteuil, un carnet de croquis sur les genoux, je travaillais sur les plans du nouveau centre communautaire. « Penny, à quoi penses-tu » me demanda grand-mère Margaret en me tendant une tasse de chocolat chaud. Je réfléchissais, dis-je en souriant. « À quel point c'est calme ?»« C'est cher » dit-elle. « Mais c'est toi qui l'as acheté. » Ryan et Elisabeth attendaient leur procès pour fraude. Sydney avait déposé le bilan. Brandon avait divorcé. Ils avaient complètement disparu de ma vie, définitivement. Mais je n'avais pas seulement gardé l'argent. Le fonds de bourse est lancé demain, dis-je. Le fonds Phoenix pour les étudiants dont les familles ont tenté de briser les rêves, dit grand-mère en hochant la tête. Exactement, dis-je, nous avons déjà reçu 300 candidatures. Des jeunes à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez bons. Des jeunes dont les parents ont dépensé l'argent destiné à leurs études. Des jeunes qui ont juste besoin que quelqu'un croie en eux. Je regardais par la fenêtre les pins enneigés. Je n'étais plus seulement une survivante. J'étais une bâtisseuse. J'utilisais les pierres qu'on m'avait jetées pour construire des fondations pour les autres. Tu as bien fait, Bella, dit grand-mère. Tu as transformé une scène de crime en un sanctuaire. Non, dis-je en fermant mon carnet de croquis. J'ai transformé une cage en clé. Dernier appel à contribution. Si cette histoire vous a rappelé votre propre force, cliquez sur « J'aime » et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et dites-moi dans les commentaires quel est le rêve auquel vous ne renoncerez jamais. Je lis tous les commentaires.